Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Benjamin Bonjour Lucas. Valérie. Bonjour à vous, coordinateur national de Génération, Bonjour. le mouvement de Benoît Hamon. Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Bonjour. Vous êtes avec nous? Oui. Bonne année à vous, cher Jacques Miard. Et à tous ceux qui nous rejoignent et qu'on voit pour la première fois sur ce plateau. Et Régis de Castelnau, je ne sais pas s'il est là. Il est là, avocat. Vous avez un blog Vue du droit. Vous venez tout juste de publier un livre qui est unanimement salué, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Bonjour Régis. Et vous êtes Bonjour, également Valérie. membre de la rédaction Front Populaire. Je dois vous dire que je n'ai pas encore commencé parce que c'est un pavé, mais qui est tout à fait, en tout cas, passionnant de ce que j'ai pu en lire. Toute justice est politique, c'est bien connu. Voilà. Couvre-feu à 18h, qu'en pensez-vous? Un coup de jour pour les commerçants, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux un bon confinement, comme le disent certains? Les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire vacciner. Et vous, est-ce que vous avez changé d'avis? C'est en tout cas ce que disent les sondages. Et puis Donald Trump menacé de destitution. En tout cas, c'est ce qui hier a été demandé par la Chambre des représentants. Il reste au Sénat à valider cette demande. Faisons un tour de table de ce qui a retenu votre attention. Virginie, on reste un petit peu dans le sujet dont nous parlions tout à l'heure. Le livre de Camille Kouchner, c'est ça? Vous vouliez parler d'elle? Oui, et son intervention hier soir à la Grande Librairie, que j'ai trouvée franchement réussie. Elle était à la fois calme, simple. Elle n'est pas tombée dans le délire de la vengeance. Elle a simplement dit une chose qui m'a beaucoup frappée. Elle a dit, nous, pendant 30 ans, mon frère et moi et toute ma famille, on a été réduits au silence. Aujourd'hui, j'aimerais que mon beau-père, qu'elle n'a jamais appelé que son beau-père, lui-même comprenne que le silence, c'est pour lui maintenant et qu'il reste dans le silence. Oui, et qu'il reste enfermé dans ce livre. Exactement. C'est ce qu'elle a dit. Vous l'avez vu, Benjamin Lucas? Je n'ai pas vu cette émission, pas encore lu le livre, mais je le lirai. J'ai lu surtout la presse. Je crois qu'on peut saluer le courage de ce témoignage, de ce récit, et puis ce qu'il révèle aussi de notre société et de ce sujet dramatique qu'est l'inceste et qu'il convient de traiter. Moi, j'ai lu le livre et c'est un livre vraiment, alors le mot bouleversant est un peu galvaudé, mais en tout cas, j'ai trouvé glaçant. Glaçant et bouleversant. Et encore une fois, l'inceste l'acte en lui-même n'est raconté que sur une page. Oui. Et tout le reste, c'est plutôt cet environnement, cette famille qui prônait une liberté et qui en même temps a fait peser une prison, une omerta terrible sur l'édification du silence dans une famille où quand même la confusion des genres et des valeurs était constante. Absolument. Jacques Miard, un avis et puis peut-être Régis vous savez, aussi. Oui. D'expérience et de ce qu'un maire peut entendre parfois dans son bureau, les questions d'inceste, c'est malheureusement universel et ça n'appartient pas à une catégorie de population ou non. Et ça, c'est un problème réel. Bon. Je n'ai pas eu des convictions directes, mais des allusions tout à fait probantes. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas passer ça sous silence. Et voilà, mais je serais très prudent parce qu'il ne faut pas se substituer aussi à la justice. Non, mais on l'a évoqué avec Muriel Salmona, c'est que la justice, je ne sais pas si vous avez entendu les chiffres. En l'occurrence, les faits sont prescrits. Les faits sont prescrits. La justice est plutôt défaillante sur ce sujet. Peut-être que Maître de Castelnau peut nous éclairer là-dessus. Et lui, visiblement, n'a jamais vraiment nié. Olivier Duhamel, quand on lui a posé la question, il a répondu oui et il a dit « j'ai fait des choses affreuses ». Voilà, effectivement, il y a toujours cette présomption d'innocence. De toute façon, je pense que la sanction pour Olivier Duhamel, c'est effectivement, je dirais, la révélation des choses. Et il va vivre avec cela, à mon avis, avec beaucoup de difficultés. Ça, absolument. Il a d'ailleurs démissionné de toutes ses fonctions sans exception. Oui.
Régis. À 70 ans passés, bravo, quel exploit. Moi, je voudrais répondre sur la question de la répression de la délinquance sexuelle et de l'inceste aussi, qui est un phénomène qui touche absolument toutes les couches de la société. Demandez aux médecins de campagne, à la campagne, comment ça se passe, etc. Non, simplement, il y a une particularité dans cette affaire. Et oui, la répression, elle existe. Il faut savoir que 40% des détenus dans les prisons françaises le sont pour des délits d'origine sexuelle. Donc, il y a quelque chose d'assez fort. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait qu'1% de condamnation pour viol ? Mais non, mais attendez, comment sont faits ces calculs? Si vous voulez, professionnellement, c'est pas moi directement, c'est mon associé qui est par ailleurs mon épouse, qui traite toutes ces affaires, qui a écrit plusieurs bouquins là-dessus. Donc, effectivement, non, il y a un traitement, mais tout n'est pas révélé, je suis tout à fait d'accord, etc. Mais dans l'affaire qui vient de se produire... qui s'est produite il y a 30 ans et qui vient de se révéler. Non, l'affaire qui vient de se produire, c'est-à-dire comme après avec Matzneff, comme après Matzneff, la publication, je me rappelle du livre, je me rappelle plus exactement de son nom. Le consentement de Vanessa Springora. Voilà, Vanessa Springora. Et là, cette fois-ci, c'est qu'on parle d'un milieu là particulier. C'est un dévoilement sur ce milieu. Il se trouve que ce milieu, je l'ai bien connu. Je l'ai bien connu et il y avait incontestablement, et j'ai parlé du problème de l'inceste ou de la pédophilie, etc. Je renvoie au bouquin de Frédéric Mitterrand, au bouquin de comment est-ce qu'il s'appelait cet animateur d'émission de télévision qui est mort aujourd'hui, etc. Matzneff, n'en parlons pas, etc. Il y a eu dans certains milieux Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit, il y a une complaisance vis-à-vis de ces phénomènes. Et je me rappelle, moi, qui me choquait dès l'époque. Ça me choquait sur la façon dont on vivait. J'ai connu des protagonistes qui me racontaient ces vacances autour de la piscine où tout le monde faisait tout et n'importe quoi. Et ce que je constate quand même, c'est que ça se révèle maintenant et on voit apparaître tout un tas de figures qui ont été sanctifiées pendant des dizaines d'années. Je suis tout à fait désolé, au début de la semaine, Monsieur Le Drian a reconduit Monsieur Jacques Lang à la tête de l'IMA. Il a plus de 80 ans, il était totalement intégré à ce milieu. Il serait temps qu'il dégage. Maintenant, ces gens-là, ils ont laissé des traces. Madame Guigou, à qui on confie une mission sur l'inceste, elle savait tout. Enfin, elle a dit qu'elle ne savait pas, donc elle a démissionné. Elle a démissionné. Et encore une fois, Valérie. Non, mais moi, je vous dis, je les ai connus personnellement. J'ai travaillé avec les uns, les autres, etc. Dans une vie. Bon, moi, je suis de la même génération. Je le reconnais. Tout le monde savait tout. Il y avait cette espèce de complaisance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Il y avait des gens qui savaient dans l'entourage. Encore une fois, la difficulté, c'est quand la victime ne veut pas que l'on parle. Et ce qu'on peut reprocher à l'entourage, c'est d'avoir mis Duhamel dans la lumière, d'avoir mis, parce qu'en fait, c'est ce qui les perdra, tous ces gens. Et c'est ce qui fait le déclic des victimes. C'est quand elle l'a dit, Camille Kouchner, quand elle a vu qu'il avait été nommé à la tête du siècle, ce dîner politico-médiatico artistico, extrêmement prestigieux, elle a pété les plombs. Et effectivement, ils n'ont aucune notion de décence. Valérie, a-t-elle été choquée quand Madame Pizier, qui était effectivement à ce moment-là un peu à la dérive, a été nommée à la direction du livre, payée avec les impôts des Français pour ne rien faire. Elle était totalement alcoolique à partir de ce moment-là. Ça l'a pas choquée. C'était un milieu d'entre-soi où, attendez, il y a un an, Monsieur Kouchner, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je veux être nommé Monsieur Migrant, mais t'en as pas eu assez pendant toute ta carrière, hein? Non, moi mais là on dérive un peu sur. Non, voilà, on mélange un petit peu tout. Valérie, oui. Il me semble quand même que Régis a raison, c'est qu'il y a eu une complaisance dans un milieu, on va le qualifier de bobo, de gauche, j'en sais rien, peu importe, le problème n'est pas là, mais il y a eu véritablement une sorte d'omerta et une sorte même de valorisation de ce genre de comportement. Et ça, moi, ça m'a toujours choqué. Quand on a vu effectivement, bon, il ne s'agit pas de montrer du doigt, mais quand on a vu effectivement les propos de Cohn-Bendit et qui s'en vantait à la limite derrière, il y a un moment, ça suffit. C'est pas parce que vous êtes de gauche que vous avez la vérité. C'est pas parce que vous êtes de droite que vous êtes de la vérité. Il y a un moment, il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas acceptables. Et personnellement, je ne les ai jamais acceptés. Mais il y a eu une sorte de
je dirais, de bénédiction. Je ne sais pas, parce que est-ce que c'était du progressisme, est-ce que c'était de l'imbécilité, sans doute les deux en même temps. Et les déclarations d'Alain Finkielkraut, à cet égard, d'Alain Finkielkraut, sont extrêmement révélatrices de ce que peut penser un certain milieu de ces questions-là. Moi, je crois que Jacques Millard, pas de souci, je crois que Jacques Millard, il faut éviter de parler de gauche et de droite dans le sujet, parce que ce qui s'est passé dans la famille de Villiers, il ne me semble pas que de Villiers soit un progressiste bobo, alors vous arrêtez tout de suite. parisien. Vous arrêtez tout de suite. Vous arrêtez tout de suite, là. Je vous ai laissé parler, monsieur. J'ai été l'avocat de cette affaire. Permettez, non-lieu, il n'y avait rien dans ce dossier. C'est une pure et simple manipulation. Ce que je voulais dire, c'est que c'est inacceptable. Ce que je voulais dire, monsieur, par ailleurs, ce qui est inacceptable, c'est de dire, vous dites, tout le monde savait, j'étais dans ce milieu, j'ai rien dit. Bon, peu importe. Ce que je veux juste dire, c'est que là-dessus, je n'appartenais pas à ce milieu. Au regard de ce qu'est la gravité de cette affaire et d'autres affaires qui peuvent exister, je crois qu'il faut qu'on garde au niveau du débat public sur cette question la décence et le respect pour les victimes qui s'imposent, et qu'on se garde bien d'y voir chacun une opportunité politique ici ou là. Voilà, ces faits, ils sont dénonçables. Je veux dire, que ce soit quelqu'un de gauche, de droite, parisien, pas parisien, etc. Ces faits sont ignobles, inacceptables. Et d'ailleurs, il faut aussi que le journalisme fasse son travail pour savoir effectivement qui savait et qui n'a rien dit. Parce que c'est aussi, ces systèmes se nourrissent du fait que des gens savent et ne disent rien. Oui, je crois que dire que tout le monde savait. Qu'est-ce que vous voulez dire quand la victime ne veut pas? Certains milieux revendiquant la pédophilie. Il n'y a pas eu cette pétition, siné par Kouchner. Si. Régis a raison. Il y a eu une certaine hypocrisie qui tenait à un certain milieu. Il faut quand même complaisance. Moi, je pense que c'est dans tous les milieux ce que disent. C'est également dans tous les milieux. C'est bien que c'est une plaie qui est quasi universelle, malheureusement. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. Alors non, le compte de Camille Kouchner n'a pas été supprimé. C'était une fake news. C'était un faux compte qui effectivement a été supprimé. Et voilà. Allez, on se retrouve dans un petit instant et on continue la suite de l'actualité avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Jacques Millard, maire LR de Maisons-Laffitte, Régis de Castelnau, avocat. Votre livre qui vient tout juste de paraître, Une justice politique, c'est un pamphlet paru aux éditions L'Artilleur. Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match, et Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. On continue le tour de le coup de gueule, le coup de cœur de Virginie nous a fait débattre, et c'est très bien. Ça nous a permis de parler d'autre chose que du Covid. On y replonge avec vous, Régis de Castelnau. C'est un coup de cœur, un coup de gueule, c'est quoi? Mais les deux, parce que si vous voulez, je dirais coup de gueule parce que ça m'a tellement fait rire. On apprend ce matin que Jean-Marie Le Pen, qui emmerde la classe politique, qui nous pose des problèmes depuis maintenant 70 ans, qui m'a, grâce à lui ou à cause de lui, j'ai voté pour la seule fois de ma vie à droite en 2002 au deuxième tour pour Jacques Chirac. Et on apprend 92 ans, et puis je pense qu'il pose des problèmes à sa fille aussi, etc. Il a eu le Covid asymptomatique. Je veux dire, Alors, quand il se fait appeler le menhir, je vais finir par croire que c'est une image qui fonctionne. C'est une force de la nature. Mais c'est incroyable, écoutez, c'est incroyable. Il l'a su parce que, alors c'est ce que j'ai lu, il l'a su parce que il s'est fait faire un test et il avait des anticorps. Le Covid n'en a pas voulu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant mieux pour lui. Mais je trouve ça, enfin, il va nous, je pense qu'il va nous enterrer, c'est ça? Il nous enterrait, puis d'ici là, il nous emmerdera encore, je pense. Excusez-moi pour l'expression. C'est comme ça que tu existes, Régis. Mais son pouvoir de nuisance est quand même sacrément émoussé. Il est très âgé, il est chez lui, on l'entend moins. Oui, c'est vrai. Absolument, on l'entend un peu moins. C'est vrai, mais bon, asymptomatique, quand j'ai entendu ça, j'ai pas pu m'empêcher de piquer un fou rire. Ça ne lui correspond pas, c'est ça que tu veux dire. Il nous aura tout fait. Il y a des coriaces, il en fait partie. Benjamin Lucas, ça concerne, c'est l'une des conséquences du Covid. On en a un petit peu, on en a même beaucoup parlé hier, les étudiants. Mais vous, c'est sur un point très précis, c'est leur santé. Oui, c'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup de guerre, on dit qu'on est en guerre. Moi, ce n'est pas un vocabulaire que je fais bien, mais je dois constater que les effets psychologiques de cette période vont être les effets qu'on pourrait voir après une guerre. On a aujourd'hui des enquêtes le montrent, des récits. Il y a eu 2 tentatives de suicide, je crois, d'étudiantes à Lyon cette semaine. La santé psychologique des étudiants et de la jeunesse de ce pays est dramatique et inquiétante. Il y a une proposition de l'UNEF, moi que je soutiens, qui vise à proposer un chèque santé pour qu'on puisse, quand on est étudiant jeune, consulter un psychologue ou un psychiatre. Puis je crois que ça doit être l'occasion aussi de poser la question, le débat central de la place de la jeunesse dans notre société. Dans un moment où le gouvernement veut lui faire une espèce de sous-service militaire avec le service national universel, moi je crois au contraire qu'il faut donner des droits
et des libertés à cette jeunesse, parce qu'on est dans une génération qui est en train d'être sacrifiée, et que si nous voulons faire de la jeunesse, si nous voulons lui montrer qu'elle a une place centrale, que la jeunesse dans un pays, c'est se projeter vers l'avenir, c'est avoir confiance en l'avenir, je crois. Par exemple, il y a aujourd'hui un débat pour permettre aux jeunes, évidemment je suis pour, d'accéder au RSA, etc. Moi je crois, vous savez, nous portions avec Benoît Hamon dans l'élection présidentielle le revenu universel d'existence, et nous disions la première étape de ce revenu universel d'existence, ça doit être les jeunes. Je crois aujourd'hui que si on veut faire des jeunes, si on veut leur montrer qu'ils sont des acteurs pleinement dans la société, qu'ils peuvent agir sur la transition écologique, agir sur la vie de la République, il faut leur donner les moyens de leur autonomie et de la conquête de leur liberté. Ça passe par le revenu universel d'existence. Donc il y a deux aspects, voilà ce que je voulais dire ce matin, il y a deux aspects. Il y a évidemment l'aspect urgence psychologique. Il faut un plan d'urgence aujourd'hui pour la santé et la santé psychologique face à la détresse psychologique de nos étudiants, parfois isolés, souvent isolés. Et puis il faut aussi un plan global pour leur redonner la place dans la société qu'ils méritent, à laquelle ils aspirent aujourd'hui, et leur donner les moyens de leur autonomie et de leur liberté. Oui, non, c'est vrai que c'est Il n'y a pas que les étudiants, hein. Non, bien sûr. C'est l'ensemble de la jeunesse qu'on traite mal là actuellement. C'est pour ça que je parle du revenu universel pour l'ensemble des jeunes, et pas simplement des bourses pour les étudiants. Mais je pense que c'est une épreuve que cette jeunesse subit, et quand je dis qu'on la traite mal, c'est-à-dire qu'y compris dans la façon dont on essaie de la culpabiliser, dès qu'il y avait eu cette histoire de rave party que je condamnais, mais quand même, quoi. Je veux dire, c'est une période terrible qu'on fait vivre à notre jeunesse. Moi, je suis assez. Leurs études se font de façon chaotique. Ils n'ont plus de perspectives professionnelles, ils n'ont plus de perspectives amicales. Ils ont de moins en moins d'occasions de sortir et de se retrouver. Ils sont extrêmement isolés. Et ne parlons pas de ceux dont les moyens sont très réduits, qui se retrouvent totalement, j'allais dire, livrés à la pauvreté et à la solitude, parfois dans des chambres et que les voisins ne connaissent même pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Parce que la jeunesse souffre. Vous évoquiez la guerre. Quand il y a eu la guerre, personne disait merde, on peut pas aller au bistrot ou on peut pas sortir. Enfin, je me fais exprès l'avocat, mais je me fais exprès l'avocat du diable. C'est une situation de crise. Il y a eu malheureusement dans la période de notre histoire des périodes bien plus dramatiques. Toute une jeunesse fauchée en 14, toute une jeunesse fauchée en 39-45. Donc il est clair. Mais Benjamin a raison, il y a un problème. Et le problème, il est d'abord psychologique. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. Et matériel, et financier. Matériel aussi. Parce que tous les jeunes tous les étudiants qui avaient des petits boulots pour financer leurs études, déjà ils foiraient leurs études, mais aujourd'hui ils n'ont même plus de pognon. Donc Non, mais on est d'accord. Mais le problème, c'est pas le problème pire. Parce que ça, comme tu l'as dit, on peut trouver des moyens pour venir en aide matériellement à cette jeunesse. En revanche, c'est le traumatisme psychologique. Et là, c'est un problème réel et qui m'inquiète le plus aujourd'hui dans la société française, qui touche les jeunes, mais qui touche les restaurateurs, les entrepreneurs, les ouvriers qui ne peuvent pas travailler, etc. Donc, c'est le problème psychologique qu'il faut traiter. Et il est extrêmement difficile d'y répondre. Il est très difficile d'y répondre. Non, moi je ne crois pas. Je disais, il y a une proposition de l'UNEF qui dit un chèque santé pour dire. C'est pas un problème matériel seulement. C'est aussi un problème matériel. L'analyse marxiste que tu fais est absolument incapable de répondre. Si veut bien me laisser terminer, puisqu'on me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Laissez terminer. Il faut aussi, là, ça passe évidemment par mettre des moyens, parce qu'il faut aller les trouver, ces jeunes. Parce que vous avez aujourd'hui des dispositifs qui sont mis en place, par exemple pour ceux qui sont dans des résidences étudiantes, mais ceux qui vivent seuls, ceux qui sont chez leurs parents, mais qui peuvent être en situation d'isolement, parce qu'on peut être isolé sans l'être physiquement. Tout cela, il faut aller les trouver. Donc il faut bien mettre des moyens pour avoir des gens qui appellent, qui vont se renseigner, qui vont détecter les problèmes. C'est la chose la plus à trouver compte tenu de l'ouverture des vannes. Mais c'est le problème psychologique qu'il va falloir traiter. Mais Jacques, le problème psychologique peut naître de difficultés financières, matériel aussi. Bien sûr. Donnons à la jeunesse de ce pays, Jacques Millard sera d'accord avec moi dans ce cas-là, donnons à la jeunesse de ce pays, avec un revenu universel d'existence, la preuve, la démonstration qu'elle est essentielle à l'avenir de notre société. C'est le sang neuf de notre pays. Stéphane nous dit, vous ne parlez pas des personnes handicapées qui ont de moins en moins d'intervenants ou d'aides à domicile. Tout le monde est aidé, sauf les handicapés. Vous avez raison de le signaler, Stéphane, que dalle, pas un centime d'aide pour eux. Et on est obligé de les aider physiquement et financièrement. C'est vrai qu'on parle assez peu des personnes en situation de handicap. Mais je ne disais pas la jeunesse contre le reste du monde. Non, mais c'est ça, c'est bien évidemment. C'est le coup de gueule du jour, mais demain, s'il faut faire un autre, je ferai évidemment sur ce sujet. Et un autre auditeur nous dit, c'est drôle quand même, le Covid semble révéler tous les problèmes de notre société moderne qui datent pourtant de bien avant. Oui, les jeunes, ça fait des décennies qu'on les maltraite. Il accroît les inégalités, les injustices. Il les révèle. Et il révèle aussi l'impuissance d'un
d'un gouvernement, d'un État pachydermique qui a beaucoup de mal à réagir. Une administration obèse, paralysée, qui est incapable de réagir à l'urgence. Déjà la pub, dites donc, ça va vite. On n'a pas eu le coup de cœur de Jacques Miard. C'est la censure. Pas de coup de cœur pour Jacques Miard. Voilà. Vous êtes bâillonné. Coup de cœur dans un instant. Non, vous ne vous laisserez pas faire. Coup de cœur dans un instant de Jacques Miard. Et puis on va parler de ce couvre-feu à 18h pour éviter l'effet apéro. Alors là, on est encore dans un truc totalement déconnecté. C'est Stanislas Guérini qui a dit cela. Parce qu'évidemment, vous, moi, tout le monde, à 18h, qu'est-ce qu'on fait? On va boire l'apéro et on attend quand on rentre que tout soit préparé, le repas, les enfants. Et voilà. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour parler de ce couvre-feu à 18h qui semble être la solution choisie par le gouvernement pour essayer de lutter contre la propagation du virus. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et nous commentons l'actualité avec Jacques Miard, Régis de Castelnau, Virginie Leguet et Benjamin Lucas. Alors Jacques Miard, vous n'êtes pas bâillonné, vous avez la parole et vous aviez un coup de cœur. Oui, pour une fois j'ai un coup de cœur et je vais vous le dire. Nous sommes en train de préparer dans nos communes et dans l'agglomération des vaccinodromes. Mais bien évidemment, c'est pas le problème de trouver un endroit pour poser le vaccinodrome, c'est d'avoir des gens pour vacciner. Oui. Et donc, j'ai lancé un appel pour dire, êtes-vous volontaire pour venir vacciner? Et surprise, j'ai déjà une trentaine de personnes du monde médical, des infirmiers, des médecins à la retraite, qui se sont portés volontaires. Et je voudrais leur rendre hommage parce que cela fait plaisir, ça montre que vous soyez retraité, que vous soyez un pharmacien à la retraite ou un médecin à la retraite, vous avez des gens qui comprennent l'urgence, qui comprennent la nécessité de se mobiliser et ça mérite d'être souligné. Donc ce pays n'est pas fermé, n'est pas terminé parce qu'il a une vitalité encore extrêmement forte et un sens de l'intérêt général. Donc je voudrais souligner cette mobilisation de beaucoup de retraités qui ont décidé de venir vacciner leurs concitoyens. Alors le problème, c'est peut-être ni les vaccinodromes, ni ceux qui veulent vacciner, mais les vaccins. Vaccins, alors ça... c'est ça le problème, non ? J'ai commencé parce que nous le savons, ça démarre extrêmement difficilement. Premièrement parce que ce vaccin est assez difficile. Il nécessite une logistique particulière et aussi parce que ça arrive au compte-gouttes et que la répartition ne se fait pas toujours d'une manière extrêmement efficace. De plus, il y a un problème pour toucher, parce qu'à partir de la semaine prochaine, c'est les plus 75 ans qui doivent être vaccinés. Et ils vont être, soit la CPM, l'assurance maladie va les appeler, soit ensuite on leur donne un code pour aller sur un site pour s'inscrire. C'est extrêmement compliqué. Donc il va falloir s'armer de patience et à mon sens, ça ne va pas démarrer en trombe. Ça va être extrêmement lourd. Donc, ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est patience, patience, mais ça va venir, du moins je l'espère. Oui, et il y a les vétérinaires, me dit Brigitte, qui sont également prêts à vacciner, mais il y a visiblement un problème de dose de vaccin qui n'est pas là et qu'on n'a pas forcément suffisamment anticipé au niveau européen. Donc c'est vrai que c'est tout. Enfin voilà, les chiffres ont bougé. Hein, on va en reparler sur la vaccination. Je pense qu'il y a peut-être les Français qui commencent à réfléchir un petit peu. Je voulais qu'on revienne sur les annonces. Alors on ne sait pas exactement ce qui va être annoncé ce soir, mais on est quasiment certain qu'un couvre-feu à 18h va être imposé partout en France. Ce matin, alors oui, on peut quand même sourire, hein, Stanislas Guérini qui évoque l'intérêt de contrer l'effet apéro, comme si la France entière, entre 18h et 20h, se retrouvait pour boire des coups. C'est quand même assez étonnant. Vous pensez que c'est une bonne mesure, Benjamin Lucas ? Écoutez, moi, je soutiens a priori les mesures qui sont prises et qui permettent de préserver notre santé et de sauver des vies. C'est ça le sujet. Ce que je souhaiterais, en revanche, c'est qu'on le fasse avec peut-être un peu plus de transparence, c'est-à-dire qu'on ait les données qui permettent d'affirmer que le couvre-feu est efficace. Moi, si on me démontre qu'il est efficace, je suis comme tout le monde, ça m'embête, ça me contraint, ça me contrarie, mais enfin, je préfère ça à un scénario à l'anglaise. Ce que je crois, en revanche, c'est qu'on est peut-être potentiellement, je ne l'espère pas, mais il faut l'anticiper,
anticiper face à un tsunami équivalent à ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui, et que ce qui serait bon, parce que nos concitoyens, on voit les nerfs de nos concitoyens sont mis à rude épreuve quand même, parce que toutes les semaines on a des mesures différentes, et il faut suivre. Hein. Moi l'autre soir, voilà, un peu hébété, je ne savais plus, c'est 20h, c'est 18h, comment ça marche, etc. Est-ce qu'il faut un papier, est-ce qu'il n'en faut plus? On aurait besoin, je pense, d'anticiper et de dire potentiellement dans 10, 15 jours, 3 semaines, voilà les mesures qu'on pourrait être amenés à prendre, que les gens s'y préparent. Si on a des chiffres meilleurs que ceux qu'on craint, bah, tant mieux. Mais il vaut mieux le faire dans ce sens-là que chaque semaine changer les choses, parce qu'y compris, et notamment pour l'économie, mais aussi on parlait de la psychologie des uns et des autres. Prévoir le plus possible ce que l'on peut prévoir. Je sais bien que évidemment on n'est pas dans une situation de prévisibilité énorme, mais tout ça aide aussi à lever, à pas rajouter des angoisses aux angoisses, parce qu'on a déjà l'angoisse sanitaire. Il faudrait qu'au moins on puisse avoir le plus possible les moyens de prévoir à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets. On voit bien, Jacques Miard. Oui, on voit bien que ce couvre-feu, c'est, je dirais, l'ersatz du confinement. Et c'est là où il y a une certaine ambiguïté dans la politique du gouvernement. C'est que, on ne veut pas fermer les écoles, ça d'accord, bravo. On veut que les gens aillent travailler, et bien évidemment, chacun sait que le Covid, on ne risque pas de l'attraper dans les RER ou le métro. Et donc, c'est là où on voit que c'est, je dirais, la moins mauvaise des solutions pour éviter les contacts. Mais on sent très bien que la seule solution, c'est le vaccin. Et que là, on est en train de prendre un certain nombre de mesures à défaut de pouvoir vacciner vite et rapidement. Mais si on imagine que... Alors, attendez, Virginie avait commencé, après je vous donne la parole, Régis. Si on imagine que nous sommes lancés dans une course de vaccins entre la vaccination qui démarre chez nous de façon assez lente et la propagation du virus, on peut quand même penser que nous perdrons cette courbe de vitesse, parce que la propagation du virus est déjà très active et les retards pris par la campagne vaccinale sont tels que le temps qu'il y ait une immunité collective qui soit installée dans notre pays sera très long. Ça n'existe pas, l'immunité collective. Non, beaucoup de médecins ont dit... Ça existe à partir du moment où les populations les plus fragiles et les plus concernées par cette maladie, c'est-à-dire celles qui vont dans les hôpitaux et qui parfois et souvent même en meurent, sont protégées. Mine de rien, ça protège la circulation du virus. Et le virus circulera au sein d'une population qui est nettement moins à risque. Donc ça protège malgré tout beaucoup les choses. Et je crois, pardon, Jacques, sans vous contredire et sans vous fâcher, que justement, il a été acquis depuis quelques jours que ce vaccin, qu'on avait dit à un moment incapable d'empêcher la contamination, en fait l'empêche. Et je me base sur les résultats de ce qui a été fait en Israël et sur les études qui ont été faites dans ce pays où on a déjà énormément vacciné. Je termine ma phrase. On a déjà énormément vacciné. Oui. Virginie, je suis assez d'accord avec vous pour dire que le vaccin est effectivement la solution. Oui. Mais l'immunité collective, visiblement, ça ne fonctionne pas. Hier encore, on entendait un professeur de médecine qui dit oui, l'immunité collective au moment de la peste, la grippe espagnole ou au moment de la grande peste au 14-15e siècle, ça a été la mort des gens. Ouais. Un auditeur nous dit, alors attendez juste un instant, un auditeur nous dit, venez voir le coucher de soleil à Biarritz à 18h sur la côte des Basques. C'est saucisson, bière et verre de vin, moyenne d'âge 25-30 ans, et c'est au moins 150 personnes sur une distance de 500 mètres. Et c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont prises, qui ne sont pas respectées et qui ne sont pas condamnées. Je vois l'exemple de l'Espagne où les amendes ont été augmentées, sont passées de 100 à 600 euros, de 3 000 à 30 000 euros, voire 60 000 pour des fêtes organisées. Alors après, c'est bien de faire des lois, mais il faut les appliquer. C'est vrai que c'est assez incompréhensible. Pardon, Régis, allez-y. Oui, je ne sais pas si le couvre-feu à 18h est une mesure efficace, j'en sais rien, je m'en rapporte. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, il se trouve que ce sont eux aujourd'hui qui sont aux manettes. Très bien, on me dit que ça pourra être utile, dans ce cas-là je veux bien. Mais... quand j'entends M. Guérini, j'ai envie de lui dire, mais d'où vous sortez, monsieur, qui dit c'est pour l'effet apéro. Et je reviens sur ce que disait Lucas, ce que disait Lucas tout à l'heure à propos des jeunes. Benjamin, pardon. C'est une erreur courante. Oui, j'imagine, je ne suis pas le premier. Lucas et son nom de famille. Voilà. Oui. Ce que disait Benjamin à propos des jeunes, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de présenter ? Vous comprenez, il faut vous enfermer parce que sinon vous allez picoler. Non, arrêtons de nous traiter comme ça. Il y a des études, j'ai lu des études très intéressantes
intéressantes qui disent que effectivement, majoritairement, les gens sont d'accord pour ces contraintes. Dieu sait si elles sont dures, moins pour quelqu'un de mon âge que pour un jeune de 20 ans. Hein. Mais ils sont humiliés de la façon dont on les traite, qu'on arrête. Enfin, ce monsieur Guérini, c'est pour éviter l'apéro, parle convenablement d'abord, hein, et puis tu t'exprimes au nom du parti au pouvoir. Hein, la moindre des choses est de respecter les gens. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur les mesures elles-mêmes, sur ce qu'il faut faire, la répression. Moi, je me prononce pas parce que c'est tellement compliqué, et surtout, on est tellement depuis le début dans l'incertitude que moi, j'avais pas ajouté ma voix à la cacophonie. Je vais reconnaître mon ignorance. Oui. L'objectif, c'est bien d'éviter la diffusion. Oui. Et donc, on adopte une mesure que je vais respecter et que les Français vont respecter. Effectivement, ce n'est pas une question d'apéro, pas plus que c'était de regarder je ne sais quoi dans les ascenseurs. Mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a malheureusement dans la politique générale conduite par le gouvernement une certaine ambiguïté, voire une certaine contradiction, puisque bien évidemment, on continue d'aller travailler, on continue d'ouvrir des écoles. Et ça diffuse. Ouais. Mais Jacques, vous conviendrez malgré tout que quand on regarde les chiffres de notre pays depuis quelques semaines, ils ne sont pas si catastrophiques que ça. Certes, on est à un plafond, à un seuil assez élevé. Certes, ce plafond a tendance à monter un peu. Mais enfin, les différents responsables des services hospitaliers disent tous, on n'est pas saturé, on peut encore accueillir des gens. Et tant qu'on arrive à contenir de cette façon-là, même si c'est une façon haute, on peut continuer comme ça. Oui. Tant mieux. Mais auditeur, la seule solution, c'est accélérer les vaccinations. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Ouais, on attend les doses. Un auditeur me dit les policiers catalans ont verbalisé il y a quelques jours les 50 passagers de 2 cars français venus au Pertus déjeuner tous ensemble dans un restaurant sans aucun geste barrière. Les restaurateurs aussi ont été poursuivis. Voilà, une remarque d'un auditeur. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300 si vous avez envie d'intervenir dans cette discussion. On va parler de ce fameux vaccin. Visiblement, selon les sondages, les Français sont en train d'être un peu plus convaincus par ce vaccin. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Jacques Miard, Régis de Castelnau, Virginie Leguet et Benjamin Lucas. On a parlé du couvre-feu, vous avez évoqué les vaccins tout à l'heure, Jacques Miard. Il semblerait que selon les sondages qui sont faits, je le rappelle, normalement de manière scientifique, ce ne sont pas des consultations sur Internet, c'est un panel. 54% des Français affirment avoir l'intention de se faire vacciner contre le coronavirus. C'est un sondage exclusif IFOP Fiducial pour CNews et Sud Radio. Et c'est un sondage qui indique qu'il y a une progression dans le souhait de se faire vacciner de la part des Français. C'est la sagesse même. Oui, mais c'est vrai qu'on a eu une vraie résistance au vaccin en France, qu'il n'y a pas eu forcément dans d'autres pays. Oui, j'en suis pas entièrement certain, parce qu'on a donné la parole à un certain nombre de gens qui ont vociféré et qui ont fait ce qu'on appelle du Funkspiel, comme disaient les Allemands pendant la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont véritablement pris tout l'espace médiatique. Mais il ne faut quand même pas exagérer. Les vaccins, ça fonctionne. Hein, il est évident qu'il faut se vacciner. Et maintenant, s'il y en a qui ne veulent pas se vacciner, tant pis pour eux. Hein. Non, mais il y a peut-être une certaine méfiance qui s'était installée dans une partie de la population, parce que c'était des vaccins ARN messager première génération, qu'ils ont été faits vite, là où on a attendu parfois des années pour d'autres vaccins, et que les gens se sont beaucoup interrogés. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jacques, c'est que, comme toujours dans notre pays, il y a des anti-vaccins, mais ces anti-vaccins n'ont jamais représenté 60% de la population, comme certains sondages le laissaient dire, et que ce pourcentage fonde de jour en jour me paraît tellement logique, parce que maintenant les gens vont voir leur médecin, demandent des explications, les médecins leur en donnent. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner dans le monde, je crois plus de 5 millions, et ici chez nous, il y a des tas de personnels soignants qui se sont fait vacciner et qui témoignent jour après jour. Donc il y a une campagne qui se fait enfin, qui n'est pas du tout à l'initiative de l'exécutif malheureusement, mais qui est très efficace pour petit à petit ramener à la vaccination des gens qui ne demandaient qu'à l'être. Oui. Alors moi, je voudrais rajouter une chose par rapport au vaccin. Il y a effectivement 2 facteurs qui se combinent pour qu'il y ait cette méfiance. C'est le déficit de légitimité des gens qui dirigent chez nous, après la première vague, rappelez-vous, au printemps, toute la gabegie autour des masques, etc. Donc il y a un déficit de confiance, et ça, c'est un vrai
c'est un vrai problème. Deuxièmement, c'est même un axiome de base. Oui, hélas. Hein. Et deuxièmement, il y a effectivement la nouveauté. Alors Virginie, c'est vrai, moi, ça me passionne. J'ai essayé de me renseigner beaucoup sur l'ARN messager. Tout ça, c'est ébouriffant, c'est les progrès qui ont été faits, etc. Mais c'est vrai qu'il y a on rentre dans du nouveau, déjà. Enfin, pas tout à fait, Régis. Je rappelle que l'ARN messager fait l'objet de recherches depuis 20 ans, notamment dans le domaine du cancer, et que ça fait 20 ans que des chercheurs travaillent sur l'ARN messager. Pour que les choses soient très claires, j'étais en train de me demander comment... moi, le plus vite on me vaccinera, mieux ce sera pour... oui. Pour deux raisons. D'abord, j'ai pas envie d'attraper le Covid, y compris sous des formes, moi autour de moi, dans ma famille, etc. Les gens, même sans aller être hospitalisés, on dérouille. Comment Michel Onfray l'a raconté, c'est dur. Et deuxièmement, je vais servir de cobaye. Eh ben tant mieux, je dirais, parce que je veux dire, il est temps qu'on rende un peu. Je veux dire, je parle des gens de mon âge. Et donc, j'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le côté cobaye, mais aussi si ça peut être l'exemple, etc. Oui. Alors, Jacques, je vais me faire un faux certificat de naissance pour me vieillir et je vais venir me faire vacciner chez vous. Moi aussi, Jacques, je vais me faire vacciner chez vous. Alors là, ça mène loin. Attention. C'est carrément en écriture publique, ça va loin. Exactement. Le drame, nous dit Xavier, c'est que le gouvernement a surtout écouté les antivax et a mis en place un plan de vaccination à minima pour ne pas les brusquer. Médiatique. Il s'est abrité derrière les antivax. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, je crois que comme souvent dans le débat politique et médiatique, on a davantage donné la parole à quelques énergumènes que rien ne qualifiait pour donner leur avis sur la science. Et qui ont monopolisé les réseaux sociaux. Moi, je vous dis, dès que je pourrais, ça peut paraître niais comme ça, mais dès que je pourrais prendre ma grand-mère dans mes bras pour lui faire un gros câlin, comme je n'ai pas pu le faire depuis un an, j'ai hâte de pouvoir le faire. J'ai hâte de pouvoir voir ma famille sans prendre le risque de les contaminer, notamment pour celles et ceux qui sont à risque. Donc là aussi, je crois qu'on a une défiance, un manque de confiance totale, très très grand dans tout, en fait, dans les institutions, dans les responsables politiques, etc., qui est allé jusqu'à une défiance vis-à-vis de la science. Ce qui m'inquiète aussi sur notre époque. Donc moi, je me réjouis que ce chiffre progresse. Je pense qu'il est encore trop faible, ce chiffre de 54%, mais s'il y a une progression, c'est bien. Mais parce que quand même, je veux dire, il faut faire aussi confiance à l'intelligence collective. C'est nos concitoyens voient bien les choses, écoutent, entendent, voilà, et que le vaccin aujourd'hui, c'est notre ticket de sortie de cette crise. C'est le seul, parce que Jacques Millard le disait tout à l'heure. On peut mettre les confinements, les couvre-feux qu'on veut. Ce qui nous permettra de sortir de cette crise, c'est le vaccin. Et donc là, il faut. Et là aussi, les atermoiements nos concitoyens, ils n'avaient pas confiance parce que le gouvernement aussi, il a été à la ramasse sur les masques, il a été à la ramasse sur les tests. Il a quand même complètement planté le début d'opération de vaccination. D'abord 516 vaccinés en une semaine. D'abord en assumant la lenteur, puis après en se rendant compte quand même que il fallait avancer. Bon, donc évidemment, mais moi je dis à nos concitoyens, ne confondons pas la confiance dans des dirigeants politiques qu'on peut changer, il y a des élections pour ça, et la confiance dans ce qui fait notre santé collective et dans ce qui peut nous permettre de sortir de cette crise. Moi j'attends toujours la campagne de vaccination efficace, nationale, enthousiaste, qui n'est toujours pas en place. Et je veux dire pour finir, et en étant très clair, qu'il y a aussi la responsabilité des dirigeants politiques. C'est nous qui avons accès à des micros et à des caméras. Il ne faut pas qu'on ait des propos qui souffrent de la moindre ambiguïté sur ces sujets. Je crois que trop, parfois, pour flatter certains instincts le font. Je crois qu'il faut assumer le vaccin. Il faut quand même reconnaître qu'à la décharge de nos concitoyens, les contradictions permanentes du corps médical que nous avons entendues n'ont rien à prouver. Bien sûr, il y a eu des professeurs renommés tels Axel Kahn qui ont mis les choses au point en disant arrêtez, l'ARN, ce n'est pas une méthode nouvelle, c'est quelque chose que nous utilisons dans la lutte contre le cancer depuis une dizaine d'années. 20 ans. Donc, ça, c'est important. Et il y a eu malheureusement, de la part du corps médical, des règlements de compte. Et c'est vraiment un milieu, c'est pire qu'en politique. Il n'y a aucune confraternité, dans le monde de la santé. Ils se tirent des bourres à chaque fois qu'ils le peuvent
Et ça, c'est vraiment insupportable. Oui, non, mais c'est sûr. Alors, je vois des gens qui disent, mais à quoi ça sert le vaccin si on est toujours contagieux? Ça sert à éviter. Alors, on peut l'être apparemment. Enfin, là-dessus, c'est pas clair. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça évite les formes graves de la maladie. Et quand on dit oui, mais pourquoi on n'en meurt pas de ce virus? Bah non, on n'en meurt pas toujours, sauf qu'il y a des formes très graves et durables. C'est-à-dire le goût, l'odeur, des formes de problèmes musculaires. Et on en meurt. Les chiffres de la mortalité en 2020 par rapport aux années quand vous regardez aux États-Unis ce qui se passe, etc. Mais je vois quelqu'un qui dit c'est pas scientifique. Bah si, c'est scientifique. Et l'ARN messager, on a eu un professeur qui vous a expliqué comment ça fonctionnait. Ça ne rentre pas dans l'ADN. Et tout le monde devient spécialiste de ça. Alors et moi, je voudrais dire à tous ceux qui pensent que ce vaccin est un vaccin bricolé, que ce vaccin, d'abord, il y a 5 millions de personnes qui ont déjà été vaccinées dans le monde et ce chiffre augmente. Et il y en a plusieurs, hein, Virginie, il y en a plusieurs. Non, je parle des vaccins ARN messager, c'est-à-dire celui qui est actuellement chez nous et celui qui arrive, le Pfizer et le Moderna. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est probable que dans quelques semaines ou quelques mois, on se rend compte que ces vaccins sont extrêmement adaptables aux variants, parce que très facile à fabriquer, très facile à modifier, contrairement aux vaccins traditionnels qui sont beaucoup plus complexes et qui nécessitent des modifications beaucoup plus lourdes. Donc il est probable que dans quelques temps, tout le monde dise finalement c'est merveilleux ce vaccin qui est si facile à fabriquer et si facile à modifier, parce qu'il est beaucoup plus facilement utilisable au fil du temps et beaucoup plus facilement efficace. Donc moi je pense que c'est tout le contraire qui va se passer. Allez Virginie, c'est le moment des vœux, hein. Et alors, on va remettre une couche. Non, mais on nous dit arrêtez d'essayer de nous convaincre, etc. Mais non, moi j'essaye de convaincre personne. Je répète ce que disent les professeurs de médecine qui travaillent sur ces questions-là depuis des années. Oui, non, mais je crois que de toute façon, on va y arriver. Et même s'il reste que quelques Gaulois réfractaires, ils ne représentent pas la majorité. Pour revenir sur 18h, ça fait beaucoup réagir, hein, la phrase de Stanislas Guérini. On a un peu de mal quand même à imaginer qu'un politique puisse communiquer comme ça. Et je vois un tweet de quelqu'un qui dit effectivement, on n'a pas l'impression qu'on se précipite tous sur son litron à 18h. Dans mes courses, j'ai jamais d'alcool et je me sens insulté au sens, voilà, c'est un mépris qui est exprimé par Stanislas Guérini. Je lui demande des excuses. Je crois qu'un certain nombre de dirigeants politiques devraient apprendre la sobriété dans la parole. Et que de ce point de vue-là, et pas seulement à l'apéro, hein. Pour raconter n'importe quoi. Et le respect des Français. Et le respect. Benjamin, c'est une loi d'économie. Le pouvoir politique doit parler à bon escient et pas en permanence. Or, ce gouvernement, et Macron en particulier, n'ont de cesse de vouloir communiquer. Et ça, c'est horrible. Mais c'est cette forme... Il n'y a pas que, hein. Oui, mais cette forme de communication, Régis, désinvolte, parler d'apéro, c'est hors sol, non ? Ça suffit. Respectez les gens. Bon, allez, on va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler des États-Unis également. Donald Trump sera-t-il empêché? L'impeachment historique, on en parlera avec vous dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est évidemment celle des États-Unis. On va en parler dans un instant. Mais j'en étais en train de parler pendant la pub de ce nouveau bug. Vous savez que pour s'inscrire pour la vaccination, il faut s'inscrire sur le site santé.fr. Il a bugué ce site hier. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de gens qui ont voulu s'inscrire que le site est tombé en panne. Alors, le ministère de la Santé dit que ce n'est pas un bug. Il a été bloqué volontairement le temps de rentrer tous les centres de vaccination répertoriés. Il sera opérationnel donc ce matin, c'était hier, mais ça la fout un peu mal aussi, hein. Il y a quand même un problème d'organisation générale sur cette vaccination, une fois de plus, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Le problème est tel qu'ils ont été obligés de faire appel à des sociétés de conseil comme McKinsey pour leur demander de les aider à organiser cette campagne de vaccination. Alors, j'admets que les conditions de conservation de ce vaccin sont
façon complexe. Ouais. Mais enfin, que cette administration que nous avons, qui est surnombreuse, bouffie, obèse, paralysée, sont incapables d'organiser une campagne de vaccination, qui est une chose somme toute assez banale, moi, me sidère. Et que cet exécutif n'ait pas été capable de se poser les bonnes questions avant de démarrer par les EHPAD, tout en imposant des conditions qui rendraient les choses très longues, j'ai trouvé que là aussi, il y avait quelque chose d'extrêmement méprisant. Ça ne sert à rien d'avoir des idées si elles ne sont pas exécutées, et ça ne sert à rien de se réunir en Conseil des défenses si on ne réfléchit pas à comment on va les appliquer sur le terrain. Combien de vaccins? Comment les transporter? Où doivent-ils arriver? Qui va vacciner? Toutes ces questions-là qui ont été totalement méprisées par l'exécutif. Moi, je trouve ça franchement honteux. Oui, on paye des décennies de démembrement de l'État et on aboutit à un canard sans tête. Mais ça s'est vu sur les masques, ça s'est vu sur les tests, ça s'est vu sur les vaccins. À force, et là pour le coup ça ne date pas d'Emmanuel Macron, c'était continu depuis les années 80, ça démembrer et affaiblir l'État. Et donc on en vient à avoir recours à payer des entreprises privées pour des stratégies qui devraient relever du service public. Enfin, pardon, ça va faire vieux monde, mais enfin quand même, moi je crois à l'État stratège. Parce que l'État, il est garant de quoi? De l'intérêt général. Parce que le gouvernement, une entreprise privée, elle répond à des actionnaires. Un gouvernement, il est contrôlé par une assemblée nationale qui nous représente, nous, citoyens. Donc là aussi, je crois qu'on paye ça. Et ça doit nous inciter, puisqu'on arrive bientôt à une grande échéance qui est celle de 2022, puisqu'on dit qu'il faut tirer les leçons de la crise, bien tirons-les. Et tirons-les aussi sur ce que doit être le rôle de la puissance publique, c'est-à-dire de l'instrument de l'intérêt général. Jacques Miard. Oui, c'est la notion de service public. Moi qui suis gaulliste depuis Vercingétorix, j'ai toujours dit qu'il fallait des services publics et que la notion notamment d'intérêt général, de service d'intérêt général à la méthode bruxelloise, c'est inadapté et surtout, ça ne répond pas aux besoins d'intérêt général. Donc, sur ce point précis, le démembrement d'un certain nombre de services publics est catastrophique. Je vais vous donner un exemple. La propagation de la maladie de la vache folle provient en Angleterre du fait qu'il n'y avait plus de service régalien des vétérinaires, alors que chez nous, il y en avait un. Et qu'ils ont été incapables de se rendre compte de la diffusion de la maladie de la vache folle. Donc, on voit très bien qu'il faut qu'on garde des services publics performants. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des réformes, mais c'est incontournable. C'est le sens même de l'État qui est pour moi l'incarnation juridique de la nation. Mais d'ailleurs, on pourrait dire que cette pandémie a mis en exergue de façon criante et presque humiliante l'état dans lequel sont nos services publics. Nous qui nous targuions il y a quelques années d'avoir un des systèmes de santé les plus performants au monde, on a vu à quel point il avait été fragilisé, à quel point il a été appauvri, à quel point il a été diminué. Et tout est à l'avenant. Et je crois que là, il y a une prise de conscience. Et Emmanuel Macron, qui s'était engagé en 2017 à réformer l'administration, n'a pas avancé d'un pouce. Non, mais c'est. Alors ça fonctionne pire. Toujours. Lui, mais lui, il ne croyait pas à ça. Il croit au CAC 40. C'est tout à fait différent. Un mot, Régis, puis on va parler de Donald Trump. Je prendrai la parole sur Donald Trump. Alors, allez-y. Je commence sur Donald Trump. Alors, juste pour resituer un peu les choses, la Chambre des représentants hier a approuvé sa mise en accusation pour incitation à l'insurrection. Le Sénat ne pourra pas se prononcer sur cette éventuelle culpabilité, avant qu'il quitte le pouvoir. Donc, pourquoi faire? À quoi ça sert? Et c'est la deuxième destitution, la deuxième fois que cet impeachment est demandé. Alors allez-y, Régis. Oui, juste appréciation générale, tout ça c'est un petit peu de la gesticulation de part et d'autre. Je veux dire, c'est un grand foutoir. Et avec ce qui s'est passé, alors on vous dit les nuits de cristal, vous dit Schwarzenegger, etc. Je crois que il faut. Moi, j'ai lu l'interview de Gérard Haro, qui a été l'ambassadeur de France, et qui explique bien la fracture qu'il y a au sein du peuple américain. Ça, mais ce sont leurs affaires. C'est pas nouveau. Non, à ce niveau-là, c'est impressionnant. Et avec quelqu'un comme Trump, qui était une espèce de dynamiteur un peu, incontrôlable. Non, ce que je veux dire sur l'impeachment, je veux dire, depuis le début, il a eu le truc sur Russiagate, après une procédure d'impeachment qui est partie en autre boudin. Là, juridiquement, la décision de la Chambre des représentants, avec 10 républicains seulement, sur les 200 qu'il y a à peu près, c'est une mise en accusation. Mais ensuite,
Le Sénat, devant le Sénat, c'est un débat avec témoins, avec échange de pièces, d'arguments, etc., etc. C'est un procès, quoi. Hein. Et il faut qu'il y ait les 3/5 des sénateurs qui prononcent son impeachment. Quand ils seront en mesure de voter, il y aura longtemps qu'il sera parti, je ne sais pas où, etc. Mais donc, pardon, Régis, pardon, excusez-moi, je crois que ce n'est pas très grave, parce que le fait que cette procédure dure au-delà du départ officiel de Donald Trump le 20 janvier n'empêchera pas cette procédure d'aboutir et n'empêchera surtout pas les représentants de l'assortir de conditions qu'ils décideront eux-mêmes, comme notamment l'inéligibilité à vie. L'inéligibilité à vie. Oui, non mais attendez. J'ai pas terminé. Ce n'est pas un petit gain que d'obtenir à maintenir jusqu'au bout l'avancement de cette procédure pour arriver à des conclusions qui seraient très fermes. Et peu importe que ça se passe après le 20 janvier. Je crois pas. Je crois pas. Si moi, j'en suis totalement certaine. Attendez, moi, j'en suis totalement certain, puisque je suis en contact totalement certain que ce problème se pose pas comme ça. Effectivement, j'ai suivi depuis les élections tout ça d'assez près. Il se trouve que mon cousin Germain est avocat et il a été le gouverneur républicain, anti-Trump plutôt, hein, de l'État de New York pendant 12 ans. Donc voilà, c'est que cette procédure visant, il a 77 ou 18 74 ans. 74, pardon. Ouais. Non, c'est l'autre qui a 78. C'est l'autre qui a 78, oui. Non, Biden. je pense qu'il y aurait des procédures judiciaires qui permettraient d'eux, probablement, et peut-être qu'elles auront lieu. Là, il s'agit manifestement d'une espèce de bagarre avec beaucoup d'intensité. Je pense que cette procédure n'a pas grand sens. Et puis, encore faudrait-il qu'ils aient la majorité pour assortir, etc. Pourquoi elle n'a pas de sens ? Pourquoi elle n'a pas de sens ? Parce que son mandat sera terminé, donc on ne peut pas l'empêcher. Ça ne change rien à l'aboutissement de la procédure et aux conséquences de cette procédure. Régis, oui, mais j'ai vérifié. Non, je ne crois pas. Si, je vous confirme. Et en plus, c'est soumis à la Cour suprême fédérale, hein, dont la majorité a été quand même nommée par Trump. D'ici la fin possible de cette procédure, j'ajoute que la situation politique aura continué à évoluer, etc. Où en sera le Parti républicain, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'était... Et puis, il pouvait y avoir des procédures judiciaires dans la suite. Effectivement, si on considère qu'il a appelé, etc., ce sera le débat. Hein, à cet envahissement, hein, il n'y a pas besoin de passer par cette procédure. Moi, je suis assez d'accord avec Régis. Alors, allez-y, Jacques Millard. Avec Régis, et je pense que Trump sera beaucoup plus ennuyé par les procédures judiciaires que par cette gesticulation politique qui montre, je dirais, la division à la fois du Congrès et à la fois des Américains. Ouais. Mais moi, je voudrais revenir un peu en arrière. Parce que, bien évidemment, ce qui s'est passé a surpris le monde entier. Sauf un certain nombre de gens qui savent que, 1, l'Amérique est violente, 2, qu'elle est profondément divisée, 3, que là, en l'occurrence, si vous faites un coup d'État, vous n'allez pas prendre le Congrès, ça n'a pas de sens. Peut-être que vous pouvez prendre un certain nombre d'éléments, je dirais, qui peuvent porter à décision sur le maintien de l'ordre, mais tout ça, pour moi, ça m'est apparu un peu comme une bande de croquants, délinquants qui rentrent dans le Congrès parce que les mesures n'ont pas été... C'était la symbolique, Jacques. Hein, c'était la symbolique. Oui. Ah ben c'est symbolique. Mais c'est une insurrection, c'est pas un coup d'État, c'est une insurrection. La démocratie américaine, elle est d'abord dans les États fédérés. Exactement. Jamais. Et ça, je peux vous dire que les États fédérés, ce sont de véritables États et que l'Amérique est beaucoup moins intégrée que nous le sommes avec l'Union européenne. Il faut le savoir. Oui, absolument. C'est là où se passe la démocratie américaine. Et donc, il faut quand même relativiser les choses. Mais cela étant, les Américains règlent leur compte. Moi, je ne me sens pas concerné. Mais Trump, il aura plus d'emmerdement avec les procédures judiciaires qu'avec cette procédure-là. Un mot rapide, parce que moi, je crois que c'est concret et que c'est efficient. Mais quand bien même ce ne serait qu'une affaire de symbole, ce n'est pas le gaulliste Jacques Millard qui me démentira. La politique est une affaire de symbole. Et il y a eu un symbole qui est l'invasion du Capitole, qui est l'un des emblèmes de la démocratie américaine. Qui a sidéré le monde entier. Notamment avec un drapeau confédéré, ce qui ne veut pas rien dire dans l'histoire de ce pays. Non,
de il y a eu une l'armée défiance. confédérée. Je termine. Pas Oui, pas- je c'est pas un drapeau termine. confédéré. Donc il y a une affaire de symbole. Il est normal, il est légitime. Je crois que tous les parlementaires du monde ou anciens parlementaires peuvent le comprendre que attendez, le du Parlement calme, américain. du calme. Je termine. Jacques Attendez, Millard, laissez-le que le terminer. le Parlement américain estime qu'il est nécessaire de rétablir les choses. Et donc, quand bien même, moi je ne crois que ce n'est pas symbolique, mais quand bien même ce serait symbolique, le symbole est fort. Ce sera le seul président dans l'histoire américaine à avoir été l'objet d'une procédure d'impeachment votée 2 fois. Ouais. 2 fois dans un seul mandat. Mais non, elle a été abandonnée la première. Non, la dernière Elle a fois, été pardon. abandonnée, la Non, mais première. alors, vous prétendez spécialiste et juriste, alors on va rétablir les choses. L'impeachment, c'est la procédure de mise en accusation à la Chambre. Elle a été votée une première fois en 2019, elle est votée aujourd'hui une deuxième Mais fois. non, Après, il y a un mais procès, ça une suffit procédure de destitution. Ce Je n'est suis pas la même chose. désolé, la mise en accusation a été Oui. décidée par la Chambre des représentants. Oui. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est son rôle. L'impeachment, je suis désolé, Non, mais- l'impeachment, Bah, c'est alors- quand la alors, Chambre Tous en même temps. le Sénat décide. Alors, pardon, mais ouvrez un manuel de droit américain. L'impeachment Mais attendez, désigne... j'ai fait que ça depuis leur élection. Eh bien, désolé de vous le dire. C'est une mise en l'impeachment- accusation, c'est pas une condamnation, c'est une Non, mise en c'est accusation. exactement ce que je dis. L'impeachment est cette procédure à la Chambre. Après, c'est le Mais procès, il comme pouvait vous l'avez rappelé, il pouvait en faire au 10. Sénat. Il Et pouvait en donc, faire 10, ça et n'a je aucun termine d'un sens. mot. Et je termine d'un mot, si vous le permettez. Moi, ce qui m'effraie, c'est, et vous l'avez rappelé, il y a que 10 républicains qui l'ont voté. C'est-à-dire qu'il y a encore toujours les républicains qui suivent aveuglément Trump depuis 4 ans au nom de la nomination de juges ultra-conservateurs, au nom de l'ultralibéralisme économique. En fait, on le voit, ce qui se passe là-bas peut arriver ici, c'est-à-dire cette convergence entre la droite conservatrice et un pouvoir Ah non, mais vous néofasciste. savez mieux, Moi, c'est vous ça qui savez m'inquiète mieux que aussi les beaucoup pour notre pays. républicains, que tous ces élus Stop, républicains, stop. ce qui est bon pour les États-Unis. Faut Mais peut-être. On non, mais j'ai le droit d'avoir un avis. On rappelle qu'il y a eu Mais 60 non, mais d'accord, mais vous diabolisez le truc et tout. Ouais, Je Attendez, diabolise pas, il y laissez-les a pas besoin de tranquilles, moi pour diaboliser Trump. laissez-les régler leurs affaires et je pense qu'ils Exactement. ont les moyens de le faire. Moi, je Bien ne sûr. suis pas Mais j'ai- concerné mais- par, je dirais, des outrances américaines. Mais je ne fais Non, pas mais d'injonction au Congrès américain. Mais D'ailleurs, si, je pense mais que même non, si j'en mais faisais une non, ici, ils ne l'entendraient pas. Vous Et permettez de et puis c'est pas condamner notre affaire. les élus républicains qui n'ont pas voté, etc. Mais vous vous prenez pour qui, là? Enfin, mais c'est insensé. Bah, j'ai le droit de dire que je les trouve lamentables. c'est Oui, mon avis. bah oui, d'accord. Et on enfin, rappelle mais, qu'il y a non, je trouve 74 ça millions. très arrogant, moi. Moi, je 74 prends le pari que cet impeachment n'ira pas au bout. Eh ben, Ah, mais on ça, c'est verra. possible, Ouais. c'est possible. Et, même certain. et on rappelle qu'il y a quand même 74% 74 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. Et 81 millions pour Biden. Oui, mais Ouais. il y a quand Non, même mais dans une 60 élection, oui, ce qui oui, compte, c'est bien de faire sûr. plus de voix que l'adversaire. Absolument. Non, mais il y a- ça veut dire mais que, ça veut dire quand même que qu'il y a- l'Amérique il a été est très divisé. profondément fracturée, Bien que sûr. Joe Allez, Biden aura bien du mal. merci à vous, merci à tous les quatre. Le débat continue sur Sud Radio avec André Berkoff.